Bonjour tout le monde et merci d'être venu pour ce talk. On va parler aujourd'hui de l'observabilité. Donc parler d'observabilité sur un domaine, c'est déjà un bon signe. Ça veut dire qu'on a dépassé l'étape de développement et qu'on passe dorénavant à la partie de déploiement et à la partie de prod. Donc je me présente, je m'appelle Abdelaziz. Je m'appelle également Aziz pour la conversation. J'ai des petits pipes sur ma bio. Je souhaite ajouter aussi un pipe AI Engineer vers la fin de cette année, sans être attaqué par la communauté AI. Donc je ressemble à ça sur LinkedIn, et aujourd'hui je veux parler de l'observabilité sur la RAG. Alors la première question qui va vous venir à l'esprit, c'est pourquoi ce jeu de mots? Alors pourquoi j'ai choisi d'appeler le talk Observation RAG de RAG. Donc il y a deux versions pour ça. La première version, c'est la version courte. Donc vous le connaissez tous, un RAG, c'est trois piliers: Retrieval, Augmentation et Generation. Donc observer un RAG, ça va revenir à observer les trois piliers de ce mode, c'est-à-dire observer la partie Retrieval, la partie Augmentation, la partie Generation. Et le mot au-delà, c'est pour dire que ça ne suffit pas uniquement d'observer ces trois piliers, mais il faut également observer deux choses, à savoir les interactions et ce qui est retourné par le modèle. Donc ça c'est pour la version courte. La version longue, c'est que en préparant ce meetup, j'avais un peu la liberté avec Philippe et David de choisir n'importe quel talk, et j'avais à l'esprit de choisir quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, attractif et sexy en termes de titre. J'avais à l'esprit, je me suis inspiré d'un talk de Pedantic is all you need. Je me suis dit, est-ce que je peux pas faire quelque chose, par exemple, comme Elastic is all you need, quelque chose qui attire beaucoup plus d'attention. Et c'est pas faux, parce que quand on parle d'une application et qu'on dépasse le stade de développement, on parle pas uniquement de la partie développer une application et la faire son CI et faire sa maison prod, mais également il y a la partie observabilité et la partie sécurité. Et quand on pense à Elastic, et que Elastic il coche les 3 cases sur 4, la partie développement il est utilisé en tant que base de données, la partie observabilité est utilisée pour l'observabilité, la partie sécurité est utilisée par la partie CM, donc ça a du sens d'utiliser ce titre et dire que Elastic is all you need pour une application RAG. Mais pour un talk de 20 minutes, c'est pas possible d'aborder les trois sujets, donc je me suis contenté de ce titre de Observation RAG de RAG. Et alors puisqu'on parle d'observabilité, on va également observer mon talk. On a mis 3 métriques pour faire ça. Donc à la fin de cette mission, si j'arrive à vous convaincre que l'observabilité sur le RAG n'est pas une option, mais quelque chose qui est nécessaire, et c'est pas un nice to have mais un must have, et que vous arrivez à comprendre c'est quoi les notions de base de l'observabilité et comment les utiliser dans le cadre du RAG. Et la troisième métrique, c'est que si on arrive à le faire, on peut mettre la main de la pâte et faire un peu de démo. Si vous arrivez à cocher les 3 cases, c'est que j'ai réussi sur ma mission aujourd'hui. Donc gardez les 3 métriques dans l'esprit chaque fois que j'avance sur ma présentation. Donc on va commencer par un use case concret. Donc on a un personnage fictif qui s'appelle Pierre Chartier, qui est un développeur Python, mais qui est aussi un AI engineer. Donc il a développé son application de RAG. Il a fait tout ce qu'il faut. Donc il a mis en place son développement, ça c'est ICD, tout ce qu'il faut. Il a même pensé à la partie login et la partie monitoring. Donc il a également récupéré ces logs et les a envoyés sur un puits de logs qui est élastique dans ce schéma. Et pour la partie monitoring, il a déterminé l'ensemble des métriques qui sont nécessaires pour monitorer son infrastructure et les a déployées. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce que Pierre a fait, c'est idéal. Donc, il n'y a rien qui manque, il peut passer en prod. Donc, c'est exactement ce qu'a fait Pierre. Donc, il a envoyé son RAG en prod. Mais au bout de quelques temps, il y a son manager qui revient vers lui pour dire « Attention, on a des petites problématiques. Et j'ai besoin des réponses qui sont des réponses urgentes. » C'est qu'on a une certaine latence sur des réponses, c'est des clients qui sont bien définis. Et aussi, on a des problématiques d'accès à la donnée, par exemple pour les équipes RH. Et aussi, en parallèle de ça, il a demandé à Pierre la possibilité de faire une sorte d'évaluation des réponses qui sont envoyées par le RAG, et la possibilité de les améliorer. Alors, Pierre, dans un premier temps, il a essayé de s'en servir de sa partie login et sa partie monitoring.
Mais ils se sont rendus compte facilement que c'est pas possible, parce qu'il a les logs sur la partie centrale, mais il a besoin de beaucoup de corrélations pour récupérer une réponse. Et s'il va sur la partie monitoring, il ne va pas récupérer grand-chose. Alors, si vous étiez à la place de Pierre, vous allez faire quoi? Donc, pour répondre à cette question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre le RAG qui a été développé par Pierre. Alors, cette slide, c'est à la fois une occasion pour parler du RAG effectif qui a été déployé par Pierre, mais aussi c'est un cas d'utilisation qui est récurrent pour les équipes d'observabilité. Donc sur ce modèle-là, on se base sur les incidents qui sont déjà traités et leur traitement, et on se base également sur la documentation sur la partie, par exemple, la confluence. Ensuite, on a un parc à monitorer. Ce parc-là, c'est l'ensemble des applications qui sont monitorées par le système de RAG. Ces données-là seront envoyées par la suite sur cette partie-là, qui est la partie observabilité d'Elastic. Ensuite, on va vectoriser tout ce qui est incident déjà traité, et ensuite la partie confluence documentation. Ce qui va se passer, c'est que chaque fois, il y a un utilisateur qui arrive sur la plateforme, il va envoyer le numéro d'incident, et le système qui est déployé par Pierre, ce qu'il va faire, c'est que ça va récupérer l'incident correspondant sur la base de données TSM, ça va récupérer, alors ça va envoyer dans un premier temps la question à LLM pour lui dire voilà la question qui est envoyée par l'utilisateur. Ensuite, il faut structurer les queries que je dois envoyer à mes bases de données afin de récupérer les informations nécessaires, afin de les récupérer pour les augmenter. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va envoyer un ensemble de requêtes qu'on va envoyer sur la partie lexicale d'Elasticsearch, par exemple, la partie vectorielle s'il y a besoin, et ensuite on va envoyer un ensemble de requêtes sur la partie observabilité. Alors tout ça, ça va permettre d'avoir un ensemble d'informations qu'on va rediriger vers le modèle pour récupérer un rapport détaillé qui va détailler en quelque sorte étape par étape ce qu'il faut faire et les étapes qu'il faut suivre afin d'envoyer une réponse finale à l'utilisateur. Alors, bon, j'ai trop parlé sur cette partie-là, c'est pas pour rien, mais déjà pour qu'on parle un peu de ce modèle-là qui est assez intéressant, mais aussi pour dire que si jamais Pierre cherche à trouver la réponse pour les deux questions qu'on s'est posées, à savoir la question de latence, et la question des problèmes de droit, etc., il a une dizaine de points à vérifier. Et puisqu'il n'a pas une observabilité au vrai sens du terme, ce qui va se passer, c'est que il est censé reproduire le problème sur les 10 points. Et généralement pas, il ne va pas y arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre? Alors, il y a deux choses qui sont passées. C'est que la première partie, il y avait une confusion entre la partie monitoring et la partie observabilité. Donc là, j'ai donné un exemple j'ai schématisé un peu sur la partie iceberg. Donc le monitoring, c'est la partie visible, l'observabilité, c'est la partie invisible, pour dire que le monitoring, c'est en quelque sorte le fait d'observer et de mettre des métriques sur des choses qu'on connaît. Et l'observabilité, c'est la possibilité de mettre des espions partout, de telle sorte que quand on a besoin d'une réponse, on va récupérer les informations de tous ces espions-là, même si on ne connaît pas de quoi il s'agit. Et ensuite, il y a un deuxième point, c'est que il n'y a pas une vraie implémentation du RAG au sens que un RAG qui réussit, ou une application de GNA qui réussit, c'est une application où on a une sorte de feedback loop, c'est-à-dire que les informations qui sont récupérées sont utilisées par la suite pour modifier le système et il y a une amélioration qui continue. Alors, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que Pierre, ce qu'on va faire, on va revenir sur les fondamentaux. Donc on va faire 2 pas en arrière. Alors c'est 2 pas qui sont en parallèle, donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être 2 pas en arrière qui sont séquentiels. Alors le premier pas qu'on va faire, c'est qu'on va définir ce qu'est une application. Alors on est tous d'accord que les humains, c'est des créatures qui sont magiques, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, c'est les humains qui vont la créer dans un premier temps. Et ce qui va se passer, c'est que une fois que les humains ont créé ça, les humains sont une sorte de POC, de Proof of Concept. Une fois qu'on se rend compte que c'est possible avec un humain, on va prendre cette fonctionnalité-là et on va essayer de la scaler et de la rendre utilisable par les applications. Et chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on va remplacer un humain par quelque chose qui est beaucoup plus intéressant qu'un humain. Intéressant en termes de quoi? Intéressant en termes de que une application qui n'a pas d'émotion, une application qui a beaucoup plus de force qu'un humain, une application avec laquelle on n'a pas besoin d'interagir d'une manière humaine. Donc de ça, on va distinguer 3 applications. Donc il y en a une application qui est tangible,
Il y a une faute d'orthographe. Alors, une application tangible, ça va remplacer quoi? Ça va remplacer un effort physique. Et là, par exemple, on prend l'exemple d'un engin de terrassement. Ce qui va remplacer, ça va remplacer l'effort de pousser la terre. Ensuite, on a les applications IT et l'application de GenIT. L'application IT et l'application de GenAI, ces deux applications-là, elles ont en commun qu'ils vont remplacer l'effort intellectuel d'un humain. Mais la différence entre une application IT standard et une application de GenAI, c'est que sur l'application IT, on va pas remplacer un effort, on va remplacer un effort qui est intellectuel, mais beaucoup plus un effort intellectuel qui est organisationnel. Alors que sur la partie de GenAI, ce qu'on va remplacer, on va remplacer un effort intellectuel créatif. Et là, par exemple, on a l'exemple d'un CRM sur la partie AI, et sur la partie de GenAI, on a un exemple de Pierre. Alors pourquoi on a fait cette distinction-là? C'est parce que par la suite, on aura besoin de mesurer la performance de l'application. Parce qu'on remplace évidemment un humain, donc on doit comparer cette application-là à un effort humain. Et également parce que quand on va avoir la possibilité de mesurer, on aura la possibilité de gérer par la suite. Et là, on va parler des KPI. Donc les KPI, généralement, c'est quoi? C'est SLA, SLO, SLA. SLA, c'est quoi? SLA, c'est de mettre une mesure sur quelque chose, de récupérer une métrique, une valeur sur quelque chose. Le SLO, c'est une comparaison de cette valeur-là avec un threshold, inférieur, égal ou supérieur. Et le SLA, c'est une compensation matérielle pour quand la formule mathématique n'est pas vérifiée sur la partie SLO. Donc si on essaie d'appliquer ces trois KPI sur les trois applications, savoir par exemple l'application physique tangible, là on a l'exemple du terrassement, ce qu'on va faire par exemple, on va dire que la SLA, l'indicateur dans ce cas-là, ça va être la durée des terrassements. Si la durée des terrassements elle est inférieure à une durée qui est tolérée contractuelle, bah on est good, mais ça dépasse la durée tolérable, bah la SLA dans ce cas-là, ça va être une compensation pour dire voilà, je te compense parce que j'ai pas respecté la SLO et je te donne des mètres carrés de plus de terrassement. Si on se place par la partie AI, alors j'ai oublié à quoi se met, mais on peut prendre l'exemple de les fiches de paye par exemple. Un CRM qui envoie les fiches de paye fin du mois, ça n'arrive pas à respecter par exemple l'envoi de ces fiches de paye là le 31 du mois, c'est que ça n'a pas respecté l'organisation sur laquelle on s'est mis d'accord. Donc la SLA dans ce cas, ça va être des crédits par un mois gratuit par exemple. Alors tout ça c'est bien sur la partie tangible, la partie IT, mais une fois qu'on passe à la partie de GenAI, en dehors de tout ce qui est technique mesurable, à savoir par exemple la latence, la disponibilité, ça devient très compliqué de dire fonctionnellement c'est quoi la SLA, c'est quoi la SLO, c'est quoi la SLA. Compensé par quoi? Alors que c'est un chatbot. C'est quoi l'indicateur de réussite? Alors que c'est l'utilisateur lui-même qui va définir c'est quoi la bonne réponse ou pas. C'est par exemple, on revient sur l'exemple de Pierre, que le RAG il a retourné une réponse avec un ensemble d'étapes. C'est quoi le mécanisme qui est objectif, qui peut déterminer est-ce que la réponse est correcte ou pas? Il n'y en a pas. Donc tout cela pour dire que c'est pas impossible, mais c'est très subjectif et c'est quelque chose qu'on doit définir en fonction de business case et c'est quelque chose qui dépend fondamentalement de l'interaction entre l'utilisateur et notre RAG. Donc on a intérêt à sauvegarder toute interaction avec notre modèle et sauvegarder toute réponse pour pouvoir par la suite en déduire c'est quoi notre mécanisme de mesure de performance, ça va être quoi notre mécanisme de compensation, etc., qui n'est pas clair, qui n'est pas défini, qui n'est pas objectif dès le début. Il y a également, alors on reste sur le même pas, mais il y a également une autre différence. Quand on parle de dev, staging et production, ces trois environnements-là, c'est généralement, on parle de la différence entre les trois, c'est la différence d'accès à la donnée. Alors, sur le développement, on a des données qui sont fictives, staging réel mais limité, et la production, c'est réel et limité. Il y a également un autre point, c'est que quand on est en environnement de développement, ce qu'on fait, c'est que on va développer avec une logique qui est biaisée par la mécanique du code. C'est-à-dire, on va développer, mais chaque fois qu'on développe, on ne s'intéresse pas au business case. Alors, bien sûr, on s'intéresse, mais on est très biaisé par la mécanique du code. Ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de développer une application avec notre logique en tant que développeur, et on oublie, en quelque sorte, la business case. Pour remédier à ce problème-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un environnement de staging. On va faire une interaction avec notre logique qui est biaisée mécanique, avec une logique business use case. Ce qui va se passer, c'est que cette interaction-là, ça va être une sorte de sparring de boxe entre une logique de dev et une business case. Et au final, on aura une sorte de sparring qui va nous permettre,
avec un utilisateur ou deux, un nombre limité d'utilisateurs, d'avoir un produit qui répond en quelque sorte à un business case. Et par la suite, une fois qu'on a fini notre sparring, ce qui va se passer, c'est qu'on va supposer que le cas qu'on a, le business case, est le représentatif de la production. On va passer à la production. Donc je fais une analogie avec la boxe. C'est que le développement au staging, c'est des sparring locaux. La production, c'est les Jeux Olympiques qui sont une fois chaque 4 ans. Donc ce qui va se passer, on fait des sparring chaque mois, dans l'objectif de faire une rotation chaque 4 ans pour passer en prod. Alors ça, c'est valable pour les applications, on va dire, standards. Mais quand on va passer aux applications génératives AI, ce qui va se passer, c'est que ce mécanisme-là de sparring, il est censé être un mécanisme de production. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'environnement de staging devient un environnement de production. C'est-à-dire toute notre mécanique et toute la logique qu'on a dans notre code, notre application, c'est une logique qui est là, mais qui doit s'améliorer avec une logique très, on va dire, avec une fréquence qui est très élevée. Car quand on parle d'une application de GenAI, le faire un POC ou faire quelque chose qui est présentable pour un dev, c'est très facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un modèle, on va choisir un embedding model, on va choisir un LLM et puis une base de données, et puis on va mettre un peu de code partout, et on va sortir quelque chose qui est fonctionnel. Et d'ailleurs, si vous utilisez par exemple Elasticsearch, rien qu'avec l'Elastic Cloud, vous avez la possibilité de suivre quelques étapes et facilement vous allez vous retrouver avec un rack qui est opérationnel et vous allez avoir la possibilité de créer quelque chose qui est déjà présentable. Mais quand on passe à la production, il y a beaucoup plus de choses à tenir en considération. Rien que par exemple quand on parle des évaluations, des prompt engineering, du ranking par exemple pour le search, des records, des précisions, etc. Et rien que le choix par exemple de l'embedding model, c'est quelque chose qui doit se faire avec minutieusement. Puis on a le context window, les guardrails, le token consumption, etc. Donc tout ça pour dire que une application qui est GenAI, une application RAG ou GenAI, c'est beaucoup plus compliqué qu'une application, on va dire, au mode POC, est beaucoup plus compliqué qu'une application qui est standard. Donc ce qui va se passer, c'est que pour tous les mots que j'ai mentionnés sur la partie prod, les EVAs, les prompt engineering, les rankings, etc., se basent sur l'interaction de l'utilisateur avec notre système. Par exemple, vous pouvez créer une base de données des évaluations. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les réponses qui sont récupérées par l'utilisateur. Vous allez, par exemple, avoir un mécanisme de thumb up ou thumb down pour dire que le résultat est correct ou pas. Et vous allez mettre le résultat récupéré, le résultat attendu, etc. Prompt engineering, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas une interaction avec l'utilisateur qui est sauvegardé quelque part. Le re-ranking, tout ça, le recoller précision. Vous pouvez vous amuser à le faire avec un POC. Ça va toujours marcher, mais une fois que vous avez passé en prod, vous avez besoin de beaucoup plus d'informations pour le perfectionner. Donc tout ça pour dire que l'observability dans un cadre de RAG n'est pas une option, mais vraiment c'est le cœur de l'amélioration de notre application et le cœur de sa maintenance. Alors j'espère que jusque-là, j'ai couvert le premier point qui était de vous convaincre que l'observability n'est pas une option. Et là, on va passer à la définition de l'observability. Donc, on va faire un pas en arrière également sur la partie log. Alors, sur la partie log, j'ai pris un exemple d'une application sur 3 services. Donc, il y a un utilisateur qui va faire appel à un service, qui va faire appel à un autre service, etc., jusqu'à arriver à la base de données. Donc, si on prend un exemple plus concret, si je prends que le premier exemple, c'est par exemple ici David. Donc David, il va me demander de lancer une application. Moi, je suis le deuxième service, le troisième service, par exemple, c'est l'écran. Si on pense à la partie login et comment les logs sont faits dès le début, c'est que la log, c'est quoi? C'est un timestamp, un temps, 2 points, une action. Et si par exemple, je prends le premier service, là, David, il m'a demandé de lancer le meetup. Pour loguer cette action-là, ce qui va se passer, je vais prendre le temps de l'action, par exemple, je vais mettre l'action à côté. Donc ce qui va passer sur le deuxième service, c'est que moi j'ai lancé mon meetup, je vais avoir un carnet à côté de moi, je vais noter comme quoi j'ai lancé le meeting, etc. Alors ça a été toujours la partie login, ça n'a pas changé depuis la nuit des temps. Ensuite, on s'est demandé, mais j'ai un problème, c'est que si vous cherchez par exemple à suivre une action dans mon application, ce qui va se passer, chaque fois vous avez besoin
d'un rapport d'audit, ce qui va se passer, c'est que vous aurez à vous déplacer sur chaque service. C'est-à-dire vous avez besoin de ce qui est fait par David, vous allez partir chez lui pour lui demander l'action. Ensuite, si vous avez besoin de savoir ce que j'ai fait, ça va se passer de mon côté, etc. Donc il n'y a pas un mécanisme qui va permettre une sorte de corrélation entre les services. Donc on s'est demandé est-ce qu'on ne peut pas améliorer ce mécanisme de logs. Donc la réponse est oui, et on a trouvé deux moyens pour l'améliorer. Alors le premier moyen, c'est la problématique qui est posée par le temps de commencement et le temps de la fin. Parce que sur la log, j'ai oublié de mentionner que le temps, c'est le temps de lancement de l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps de fin de l'action. Et si par exemple sur le service de David, vous avez plusieurs services qui sont en parallèle, les logs ne seront pas l'un après l'autre. Donc si je demande par exemple combien de temps après l'action de demander le lancement d'une étape jusqu'au lancement d'une étape, donc il y aura une petite corrélation, une petite analyse à faire, chercher la ligne de log. Donc on s'est demandé ce qu'on peut pas avoir, par exemple, la date de la fin de l'action. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est que on a amélioré cette logique de code et on a rajouté la fin de l'action dans la log. Et en plus de ça, on a créé une sorte de corrélation des données entre eux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une sorte de hiérarchie. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une seule ligne de log, on a également une sorte de hiérarchie des logs dans les différents services. Donc là, par exemple, David il a demandé à lancer une étape. En bas, c'est la log principale. J'ai un log fils qui est Aziz a commencé le meetup. Ensuite, un petit-fils qui va dire que le laptop started d'un display de PowerPoint. Donc tout ça pour dire qu'on a trouvé un mécanisme qui est beaucoup plus clair. Donc si par exemple là, je cherche à récupérer ou à savoir comment l'action est aboutie, est-ce qu'il y a des problèmes dans l'action, ce que je peux faire, c'est que je peux naviguer la hiérarchie de mon action et je peux récupérer l'information. Donc ce qu'on a fait, c'est que ce qu'on a créé, bon, on va l'appeler une trace. Et ensuite, les logs qui sont dans hiérarchie qui est inférieure, les fils et les petits-fils, les petits-fils des petits-fils, etc., on va les appeler des spans. Donc ça sur la partie observability. Alors ensuite on s'est demandé, c'est que ce qu'on a fait, c'est intéressant, donc on a amélioré notre expérience de log. Maintenant, on a la possibilité de tracer la log dans plusieurs services, etc. On a la possibilité de voir le début ou la fin de l'action. On s'est demandé ce qu'on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire, puisqu'on a standardisé ce qu'on a fait là, est-ce qu'on peut généraliser, standardiser tout ça? Et la réponse est oui, c'est qu'on a créé ce qu'on a appelé une constitution qui va imposer à tout le monde de respecter, pas imposer, mais suggérer à tout le monde de respecter quelque chose qui est standard, qui est partagé entre les gens. On va appeler ça télémétrie. Et sur cette partie-là de télémétrie, on aura trois piliers qui sont à citer, la génération, la collection et l'export des données. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que sur la partie génération, la partie collection et la partie export des données, on va créer des standards qui vont permettre à tous ces utilisateurs-là d'avoir quelque chose qui est commun et que tout le monde peut respecter. Ensuite, on s'est demandé ce que on ne peut pas partir plus loin et ouvrir cette constitution et la rendre plus ouverte. Alors, sur la partie ouverte, on sous-entend la partie open source, mais également la partie vendor et tool agnostic. Alors, la première partie open source, vous la comprenez tous. La deuxième partie, c'est la partie qu'il n'y a pas de vendor lock-in, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous avez utilisé le mécanisme de OpenTelemetry, vous avez respecté toutes les normes qui sont décrites sur la partie télémétrie, la partie en bleu, que demain, vous désirez changer de provider de logiciel, vous pouvez faire en changeant une URL. Et ça veut dire vendor and tools agnostic. Alors, c'est un peu contre-intuitif de dire ça dans un meetup Elastic, qui est un provider de logiciel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Elastic, elle supporte très bien la partie OpenTelemetry, et d'ailleurs, ils ont leur EDOT en fin 2024, et si vous avez assisté par exemple à Elasticon, vous avez certainement entendu pas mal parler de la partie OpenTelemetry. Donc on peut respirer. Et voilà. Donc alors, à quoi ressemble cette constitution de OpenTelemetry? Ça ressemble à ça. Donc il y a une sorte de projet open source qui est créé chez Cloud Native Computing Foundation et qui va détailler en quelque sorte les
tous les mécanismes qu'il faut respecter pour avoir une observabilité qui est standard et qui respecte les normes et que demain, si vous avez changé avec votre vendeur, vous pouvez switcher très facilement. Alors, si je clique par exemple sur la partie dev, alors ce qui est intéressant à savoir sur cette partie-là de OpenTelemetry, on ne va pas détailler tout ça, mais il y a quand même deux choses que je voulais aborder, c'est la partie signals. Alors la partie signals, c'est la partie qui va parler de tous les types de télémétrie qu'on peut récupérer d'un système. Et là, on parle de traces, métriques, logs et baggage. Alors la trace, on vient de l'expliquer. La métrique, c'est ce qui va changer d'une métrique à une log. Une métrique, c'est une mesure qui est récupérée avec une fréquence donnée et qui n'est pas récupérée par une action, qui n'est pas générée par une action. Ça reste toujours une action qui a un timestamp, mais c'est une action qui est récupérée régulièrement. C'est une gauge qu'on récupère, une gauge qu'on récupère régulièrement, sans avoir besoin d'avoir une action qui va déclencher cette récupération. Ensuite, le log, on l'a expliqué au tout début, c'est juste un timestamp avec une action, event log. Ensuite, le baggage, c'est ce qui va permettre de transporter là, on va dire, les données entre la log parent et puis les child span, ou les logs qui sont au-dessus. Ensuite, il y a la partie instrumentation. Donc là, c'est la partie, on va dire, l'objet, et là, c'est l'action. Instrumentation, instrumentation. Alors ça donne une idée sur comment on va instrumenter notre application pour récupérer les données. Et là, l'OpenTelemetry distingue trois types: Zero Code, Code-Based Libraries. Alors Zero Code, c'est un mécanisme qui va vous permettre de récupérer les données sur une application qui est déjà en prod, via un mécanisme qui s'appelle Monkey Patches, c'est-à-dire sans avoir à changer votre code qui est déjà en prod, vous avez la possibilité de récupérer les métriques par un mécanisme qui va injecter une sorte de code dans votre application qui est déjà en production. Alors, c'est pas vraiment quelque chose que vous devez faire en prod parce qu'il y a beaucoup de conflits. C'est que par exemple, vous avez deux monkey patch qui tapent sur la même chose, c'est le premier qui fait toujours primer sur l'autre, etc. Donc, mais ça reste un mécanisme qui va encourager les gens pour utiliser cette télémétrie sur OpenTelemetry sur leur standard. Ensuite, on a Code-Based, c'est-à-dire vous allez coder ce mécanisme-là qui va récupérer le baggage précédent, ID, etc. Ça va l'enrichir, créer une log, passer le baggage pour la span suivante, etc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de librairies. Aujourd'hui, il y a une adoption massive de OpenTelemetry, donc si vous utilisez une framework, vous avez forcément une librairie qui va implémenter ça. Donc, je reviens sur mes slides. Alors, ce qu'on peut retenir sur l'observabilité, et cette définition-là, ce deuxième pas qu'on a fait en arrière, c'est que l'observabilité, c'est un moyen qui va nous permettre d'avoir des réponses sur des problèmes qu'on ne connaît pas d'abord. C'est-à-dire que si vous avez une observabilité qui vous permet d'avoir des réponses sur des problèmes que vous connaissez, c'est bien, mais c'est du monitoring. Si votre observabilité elle est leveled up, c'est-à-dire qu'elle dépasse ce stade-là et qu'on a la possibilité de récupérer beaucoup plus que ça et d'avoir la possibilité de récupérer des réponses sur des problématiques qu'on ne connaît pas, ça veut dire que vous avez une observabilité qui est correcte. Et de ça, on va définir c'est quoi une observabilité qui est parfaite. Alors, j'ai pris la définition d'Elastic qui est assez intéressante, c'est que une observabilité, c'est récupérer des réponses sans creuser. Et creuser, ça veut dire quoi? Le digging, c'est-à-dire le temps que vous passez soit à faire des corrélations sur le log que vous avez récupéré. Si on revient toujours sur l'exemple de Pierre, les logs qu'il a récupérés sur Elastic, c'est un peu des logs. Il a les logs, mais il a toujours un effort, il a toujours besoin d'un effort pour faire la corrélation pour ce log-là, pour définir c'est quoi le problème. Ensuite, c'est les greffes que vous allez faire sur les machines, etc. Et les réponses, c'est le root cause analysis, etc. Root cause analysis, etc. Donc là, il y a une échelle qui en découle, c'est que si on fait une échelle sur le digging scale, c'est que vous avez vu 0 si vous ne creusez pas pour récupérer une réponse, c'est que une fois que vous avez un problème, que vous cherchez la réponse, vous allez partir sur votre plateforme d'observabilité, que vous cliquez en 3 clics de bouton, vous avez la réponse. Par exemple, la latence, s'il y avait un système d'APM ou de tracing, directement on va partir sur la réponse, les queries qui ont une latence supérieure, on va cliquer, on va voir par exemple, parce que la réponse, le temps de réponse il est élevé sur la base de données. Donc là, on parle d'une observabilité qui est idéale et parfaite. Mais ça n'existe pas bien sûr, parce que l'observabilité c'est un système qui est itératif. Ensuite, on a une observabilité qui est pourrie.
pour observability qui existe cette fois-ci. Mais cette observability, c'est que même si on a un système d'observability, qu'on a les logs qu'on a récupérés, mais on n'arrive pas à récupérer les réponses. On est toujours obligé à repartir sur des machines, à reproduire le problème pour avoir une réponse. Donc là, on parle d'une observability qui est pourrie. Il y a une métrique d'un point de vue stakeholder qui est intéressante dans ce cas-là, c'est que si vous êtes dans un environnement qui est budget sensitive et que vous voulez justifier par exemple votre observabilité, vous pouvez avoir une métrique sur votre incident et cette métrique-là, ça va mesurer le temps qui est passé par le développeur pour avoir une réponse. Par exemple, sur chaque incident, lors de sa clôture, vous demandez au développeur combien de temps il a passé pour résoudre le problème et combien de temps il a passé pour récupérer la question. Vous allez avoir une estimation de temps et ce temps-là, converti au jour homme, va vous donner le opportunity cost, le coût d'opportunité que vous pouvez investir par exemple sur l'observability. Le deuxième point qu'on peut récupérer de la partie OpenTelemetry, c'est qu'on a ce pipe-là qui est général. Alors, j'ai parlé de l'instrumentation, c'est la première partie. On va récupérer les données. Ensuite, on a le Telemetry Collector. Alors, le Telemetry Collector, en quelque sorte, c'est un peu similaire au mécanisme d'agent, si vous avez l'habitude d'utiliser l'agent sur Elastic. Et ensuite, vous avez la partie Observability Backend. Alors, sur cette partie-là, il y a la partie receiver. Receiver, c'est pas uniquement quelque chose qui reçoit, mais ça peut également être un mécanisme qui va pouler. Donc le nom receiver, c'est pas très propre ici, mais pour dire que vous instrumentez votre application sur une infrastructure donnée, vous allez récupérer la télémétrie, vous allez envoyer sur un OpenTelemetry Collector, et ça va être envoyé par le Observability Backend. Et comme j'ai dit, l'Observability Backend, c'est une URL, si vous la changez, vous changez de vendeur. Alors, il y a un détail très important, c'est que quand j'ai parlé d'OpenTelemetry, c'est un standard qui est open source, donc il y a pas mal d'applications qui sont dessus, donc il y a pas mal de startups qui sont créées dessus, parce que c'est tellement très facile, c'est tellement très standard, il y a pas mal de choses, donc il y a des gens qui se sont amusés à créer des applications au-dessus et à ajouter la partie AI ou la partie LLM à côté pour dire qu'on fait de l'observability pour LLM. Et ce qui est commun entre ces applications-là et pourquoi je les mets en Ligue 2, c'est parce que ces applications-là, ils sont encore en phase de création de l'AI, ils ne sont pas encore en phase de l'optimisation et de l'amélioration. Vous allez généralement prendre un open source qui va être un wrapper de Jaeger ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a les grands joueurs, cette fois pas le PSG, mais pour dire que les grands joueurs, c'est généralement on parle de Dynatrace, Datadog et Elastic. Ce qui est commun entre ces trois joueurs-là, c'est qu'ils ont dépassé déjà la partie du user interface, donc ils sont beaucoup plus sur la partie optimisation et comment stocker les données, etc. Et donc ils sont bien avancés. L'autre point commun, c'est que ils ont beaucoup plus de produits, en plus de LLM Observability. Toutes les applications que j'ai citées dans la Ligue 2, c'est des applications qui se proclament se spécialiser sur la partie LLM, alors qu'elles font que la même chose que la Ligue 1 fait. Et la Ligue 1 a beaucoup plus de produits, par exemple, vous avez beaucoup plus de produits d'observability sur les trois produits. Ce qui est la différence entre les trois, c'est la partie open source et la partie gratuite. Donc là, on distingue Dynatrace et Datadog, c'est des solutions généralement SaaS, et la partie Elastic, vous avez la possibilité d'utiliser la partie gratuite et la partie open source. Il y a également un facteur de coût, c'est que Dynatrace et Datadog, c'est tellement très cher, et Elastic, c'est moins cher par rapport à d'autres solutions. Ça, vous pouvez voir, faire un comparatif rapidement. Il y a un autre détail que je souhaiterais souligner, c'est la différence entre LLM Observability et LLM Tracing. Quand on parle d'une observability de quelque chose, par exemple une observability d'Elastic ou une observability d'un cluster, on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, quand je dis LLM Observability, je m'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur du modèle. Et si je prends par exemple l'exemple d'Elastic, je fais Elastic Observability, je m'intéresse au sharding, je m'intéresse aux réplications, je m'intéresse à tous les paramètres, query rate, etc., tous les paramètres qui se passent à l'intérieur de mon modèle. Sauf que vous allez trouver, c'est un but de langage, mais vous allez trouver sur pas mal de produits que LLM Observability, généralement ça va entendre LLM Tracing. LLM Tracing, c'est quoi? C'est qu'on va considérer ce modèle-là comme un black box ou une API. Tout ce qui nous intéresse, c'est notre interaction avec ce modèle-là, c'est-à-dire que je vais envoyer une question, je vais récupérer une réponse et je vais sauvegarder le nombre de tokens que j'ai consommés, etc. Donc là,
Element Observability, c'est différent. Vous allez voir que les trois produits que j'ai cités sur la Ligue 1, ils ont la partie Element Observability qui va vous permettre de voir plusieurs paramètres sur votre modèle, et ensuite vous avez la partie Element Tracing. Et si je prends par exemple ce qui est offert par Elastic, vous allez voir que on a la partie Basic Platinum Enterprise, et vous allez voir que tout en bas, vous avez la partie Element Tracing. C'est-à-dire qu'avec la partie gratuite, vous avez la possibilité de faire Element Tracing sans rien payer. Je crois qu'on a beaucoup parlé. J'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre les deux premiers points, c'est-à-dire vous convaincre de l'importance de l'observabilité. Et le deuxième point, c'est ce qu'on se met d'accord, c'est quoi l'observabilité et quels sont les termes qu'on peut utiliser sur l'observabilité. Maintenant, on va passer à comment on peut commencer à utiliser tout cela. Donc, il y a un Meetup 87 d'Elastic qui traite la partie observabilité d'une application standard régulière. Donc, vous pouvez commencer par ça. Donc, ça va vous montrer. Déjà, d'ailleurs, il y a un comparatif entre Dynatrace et Elastic. Je crois que c'est une migration de Dynatrace vers Elastic sur la partie APM. Et vous allez voir que comment instrumenter une application pour récupérer tout ce qui est télémétrie. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous avez récupéré le knowledge nécessaire pour instrumenter une application. Par la suite, il faut étendre votre niveau de connaissance vers la partie LLM. Et la partie LLM, il y a un GitHub Elastic officiel sur lequel on peut tester. On va faire la démo tout de suite. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez également la possibilité d'avoir tout ça, une même application, sur les Elastic Observability Labs. On a rencontré un petit problème technique durant le live du Meetup. Donc on a dû réenregistrer la vidéo pour la partie démonstration. Et c'est pourquoi vous allez voir une différence de son entre le début de la vidéo et cette partie. Donc pour cette démonstration, on va se baser sur l'exemple Elastic Hotel qui est disponible sur le repo officiel d'Elastic. Pour cela, on va partir sur la partie Examples. Et là, on va voir qu'on a deux exemples, exemple Flask et exemple OpenAI. Deux exemples pour l'instrumentation. Donc, puisqu'on parle aujourd'hui de RAG, on va partir directement sur la partie OpenAI. Quand tu vas cliquer sur Readme, on va voir l'ensemble des étapes qu'il faut suivre pour avoir cette démo et reproduire ce projet chez soi. Donc, la première partie, c'est une création de Virtual Environment. Donc là, il faut juste souligner que ce bout de code il est valable pour Mac et Linux, donc il faut l'adapter pour la partie Windows, pour les utilisateurs de Windows. Il suffit juste de googler comment créer un environnement virtuel et vous aurez les commandes. Ensuite, on aura la partie installation du package OpenTelemetry. Et par la suite, il va falloir instrumenter avec une approche zéro code qu'on a mentionné tout ce qu'on a installé. Et par la suite, il va falloir installer tout ça. Donc avant de faire tout ça, il faut créer un fichier de variable d'environnement. C'est un fichier que j'ai préparé ici. Et ce fichier-là comprend trois parties principales. Alors, la première partie, c'est le API Key. Donc c'est ce que vous pouvez récupérer si vous avez un compte OpenAI API. Sinon, vous pouvez utiliser le modèle Ollama qui est ici en local. Ensuite, on a les trois lignes qu'on va récupérer d'Elastic. On va voir comment faire ça. Et au final, on a comment on va nommer notre modèle ou notre service sur Elastic. Alors, pour récupérer ces trois informations, je vais partir sur Elastic. Donc là, c'est un projet que j'ai créé gratuitement sur Elastic. Et là, je vais partir sur la partie serverless et je vais ouvrir mon projet. Une fois que j'atterris sur la partie observabilité de mon projet, donc là, je rappelle que c'est un projet serverless, donc je n'aurai pas les autres parties, j'ai que la partie serverless. Je vais partir directement sur la partie application et puis Service Inventory. Donc là, puisque j'ai déjà une application qui est là, j'ai cette vue-là, mais si j'ai aucune application, j'aurai directement cette partie-là que je peux récupérer en cliquant sur Add Data. Quand je vais cliquer sur Add Data, vous avez l'ensemble des instructions pour instrumenter vos applications, mais nous, on va partir directement sur le OpenTelemetry qu'on a mentionné et dont on a parlé aujourd'hui. Sur la partie OpenTelemetry, vous avez deux possibilités, soit utiliser une approche APM élastique classique, ou vous pouvez utiliser une approche qui est générale OpenTelemetry. Donc on va cliquer sur ça. Ensuite, il faut juste générer l'API key, on aura les trois informations dont on a besoin. Une fois qu'on a récupéré ces trois informations-là, on va les remplacer ici, on va se placer dans notre code. Donc là, j'ai déjà préparé toute
les informations nécessaires. Et vous allez voir que j'ai mon bout de code chat. Alors si je ouvre mon script, vous allez voir que c'est un script très simple qui va interagir avec OpenAI pour lui demander une petite question, c'est quoi le meilleur Elastic Meetup sur le groupe Elastic FR. Et là, j'aurai une réponse que je vais devoir voir sur la partie Elastic. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas utilisé sur la partie Python aucune librairie qui est OpenTelemetry parce qu'on va parler d'une instrumentation qui est zero code. Et si je reviens sur mon README sur la partie OpenAI, c'est cette partie-là qui va permettre de faire une instrumentation. Donc j'ai déjà lancé ça, donc je ne vais pas la relancer. Je vais partir directement sur la commande qui va me permettre de lancer le script pour voir est-ce que j'aurai une réponse sur la partie élastique. Donc je vais lancer mon script directement. Alors, ça va prendre un petit moment pour récupérer la réponse de OpenAI. On va voir est-ce que ça va récupérer. Voilà, donc on a récupéré la réponse. Et là, la réponse est le meilleur élastique Meetup, c'était le 96 qui est animé par Aziz et Vincent. Donc là, je vais partir sur la partie Observability pour voir est-ce que j'ai récupéré toutes les informations dont j'ai besoin pour voir et monitorer et observer mon application. Donc je vais partir sur mon application, je vais toujours partir sur la partie Service Inventory. Et là, vous allez voir que j'ai détecté, il a détecté mon application qui est là. Si je vais sur la partie Service Map, je vais effectivement voir que j'ai mon application, mon script, qui interagit avec un autre service qui s'appelle OpenAI. Si j'avais une application par exemple Flask avec une interaction avec d'autres bases de données, etc., j'aurais un schéma qui est beaucoup plus intéressant, avec beaucoup plus d'interactions, etc. Et là, par exemple, puisqu'on a que des interactions, il a détecté que ça. Donc là, si je reviens sur mon application et que je clique dessus, vous allez voir que j'ai un tableau qui va regrouper l'ensemble des métriques qui sont nécessaires pour suivre mon application. Ça va par exemple la latence, il y a un seul call ici, donc il y a un seul point, le throughput, les transactions, etc. etc. Donc là, j'ai un ensemble d'informations qui vont vous permettre de voir la performance de l'application. Et si j'ai besoin d'informations sur les transactions, par exemple pour détecter, pour voir et pour analyser, comme on a dit l'exemple du rack de Pierre, pour voir une latence sur une query, je peux partir sur la transaction. Et si je descends en bas, je peux voir mon service qui est juste là. Et quand je vais cliquer dessus, et que je descends, donc j'ai toujours des informations sur tout ça. Mais en plus de ça, je peux partir et voir l'ensemble des traces qui sont enregistrées sur mon application. Donc là, vous allez voir que j'ai des informations de latence, j'ai une information de l'hierarchie de mon call, je peux suivre, etc. Mais là, vous allez voir que j'ai un seul call qui est envoyé à ChatGPT, c'est pourquoi j'ai un seul niveau d'hierarchie, j'ai que la log principale et une span au-dessut. Je peux cliquer sur la metadata et là je peux avoir toute la métadata nécessaire pour moi pour suivre ce qui a été fait. Par exemple là, il y a une information très intéressante qu'on peut récupérer, c'est l'ensemble des tokens qui sont consommés et qu'on peut convertir par exemple à une valeur monétaire qui va correspondre à notre consommation du service OpenAI. J'ai également un autre ensemble de métriques que je peux exploiter par la suite et le rendre un dashboard intéressant pour suivre. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que je peux récupérer les logs de ces transactions. Et là, par exemple, je peux cliquer sur ce message-là. Alors, ça doit être le premier, le 24. Et si je clique dessus, vous allez voir que je peux également enregistrer mon interaction avec le modèle parce que je peux voir ce que j'ai envoyé à mon modèle. Donc là, je vais envoyer la question et j'ai triché sur le code pour vous dire, il faut dire que le Meetup 96 qui est le meilleur. Donc là, j'ai cette réponse-là, j'ai un ensemble de métadata aussi qui sont intéressants, que je peux récupérer par la suite pour réaliser toutes les évals et le prompt engineering, etc. Donc là, je reviens sur la réponse. Je peux également voir la réponse. Et voilà, c'est la réponse qui est retournée par le modèle et je peux voir aussi l'ensemble des métadata de ces réponses. Donc à partir de ces logs-là, je peux créer un ensemble de datasets qui vont me permettre de faire les évals, changer de prompt engineering, amélioration de mon RAG, etc. Donc là, si je récapitule, donc j'ai pu, par une instrumentation zero code, lancer un script, instrumenter ce script-là via mon approche qui est zero code, en utilisant la librairie Elastic OpenTelemetry. Ensuite, j'ai pu récupérer toutes ces données-là et les envoyer sur la partie Elastic Telemetry.
Et à partir de ça, Elastic m'a permis d'avoir des vues de performance et de login de toutes les transactions qui vont me permettre par la suite à la fois de monitorer mon application et aussi de pouvoir récupérer toutes les informations nécessaires qui vont me permettre par la suite d'améliorer mon modèle et mon application, qui est l'application RAG dans ce cas-là. C'est la fin de cette démo. Merci pour votre attention. Mais j'espère que vous avez compris un peu le principe et mon objectif de ce meetup-là, c'est pas de faire une démonstration ou de faire une sorte de démo qui est traditionnelle, mais beaucoup plus de vous convaincre que l'observability n'est pas une option dans le monde du RAG. L'observability, c'est quelque chose qui est très primordial, quelque chose qui est intéressant avant de passer en prod. Et ensuite, de vous donner un peu les billes pour pouvoir commencer à tester et à voir à quoi ça va ressembler une application de RAG. Donc, merci tout le monde et voilà.